super conférence sur, on va dire en partie la nébuleuse d'Orion. Nous, on est l'association en fait, d'astronomie de l'université Paul Sabatier, UPS InSpace. Généralement, on essaie de faire régulièrement, à peu près une fois par semaine, des observations du Soleil sur le campus. Généralement, on est sur le terrain en herbe juste à côté, près du food truck. Si vous voulez venir observer le Soleil, n'hésitez pas. On fait aussi de temps en temps, quand le temps le permet, des observations de nuit. Et après, voilà, on essaye d'organiser le plus régulièrement possible des conférences. Ça sera surtout pour l'année prochaine. Cette année, il y a eu des petits problèmes de logistique. Donc, je vais laisser la parole à Sacha pour présenter notre cher conférencier, Olivier Bernet. Je vais vous présenter du coup notre conférencier Olivier Bernet. Donc Olivier est chargé de recherche au CNRS depuis 2012. Donc pour ce qui est de son parcours, après un diplôme d'ingénieur à l'école des mines de Nantes, il a obtenu un master d'astrophysique de Toulouse et a soutenu sa thèse en 2008 qui était sur l'évolution des très petits grains de poussière dans le cycle cosmique de la matière, si je me trompe pas. Ouais. Du coup, après sa thèse soutenue en 2008 à Toulouse, à l'IRAP, à l'Institut d'astrophysique, de recherche en astrophysique et planétologie, il a effectué 3 contrats postdoctoraux, un à Madrid, puis à Leiden aux Pays-Bas, et enfin, pour finir, à Toulouse, où il a eu le poste permanent de chargé de recherche au CNRS. Donc, si vous vous rappelez bien, l'année dernière, presque un an jour pour jour, se produisait la marche pour les sciences. Donc, Olivier est en fait l'un des principaux investigateurs, organisateurs et initiateurs de ce projet, qui a fait marcher en France dans à peu près une vingtaine de villes, qui a fait marcher des milliers de personnes à travers la France et dans le monde. Mais Olivier c'était le projet en France. Pour défendre les sciences face à l'obscurantisme d'un certain président américain, mais pas que, pour vraiment défendre la démarche scientifique dans le quotidien des citoyens. Et puis voilà, donc c'est une bonne conférence. Merci Sacha. Je constate que tu connais mieux le titre de mon sujet de thèse que le nom de ton laboratoire. Je te félicite. Alors, je sais pas, vous m'entendez bien? Je suis obligé d'être un peu collé. Bon, on va voir si ça marche. Si vous n'entendez pas, vous me dites. Mais déjà, merci donc merci à vous et puis merci à l'association donc UPS InSpace pour l'organisation de cette conférence. Et c'est une conférence que j'ai déjà donnée quelques fois et jamais à Toulouse. Donc, je suis vraiment content de pouvoir le faire. Donc pour la première fois ici, c'était un peu bizarre, mais il s'est trouvé que je l'ai fait à Perpignan, à Limoges, mais jamais ici. Donc voilà, c'est l'occasion et j'en suis bien content. Alors donc, je vais vous parler donc vous avez vu le titre, hein, Vol de nuit vers Orion. Avant de commencer, il faut que je remercie quand même quelqu'un qui a participé à ce que je vais vous montrer aujourd'hui, qui est Nicolas Baker, qui est un photographe en fait du CNRS et qui m'a accompagné pendant ma mission à bord de cet appareil que je vais vous présenter ce soir. Et donc, c'est un peu grâce à lui aussi hein, que je peux vous montrer toutes ces belles images parce qu'il était à mes côtés pendant l'ensemble de la mission. Voilà. Donc l'idée de cette conférence, c'est de vous parler donc de cette mission et de cet appareil vraiment extraordinaire qui s'appelle SOFIA. Et en vous emmenant un peu à bord avec moi et en vous faisant participer à cette mission, je vais essayer aussi de vous montrer quels sont les enjeux scientifiques qu'il y a derrière et quelles sont les grandes questions d'astrophysique auxquelles on essaie de répondre dans le cadre de cette mission. Voilà. Mais le fil de l'histoire, c'est quand même vraiment la mission à bord de l'appareil. Et donc, pour ça, je suis parti, alors non pas en janvier dernier, comme c'était indiqué dans le résumé, mais en janvier de l'année précédente. Donc, c'était il y a un peu plus d'un an maintenant. Et donc, je suis parti en Californie, puisque c'est là où est entreposé, si on peut dire, cet appareil de la NASA. Et donc, on est parti avec donc
Nicolas, le photographe, pour Palmdale. Alors ça vous dit probablement pas grand-chose, Palmdale. Palmdale, c'est une ville qui se trouve ici, non loin de Los Angeles, environ 1 heure de route, dans une région qui est complètement désertique. Et il n'y a pas grand-chose. Alors, Palmdale, la ville elle-même, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose, c'est le désert. Mais on remarque quand même qu'il y a des bâtiments imposants. Et donc ça, c'est des hangars. C'est des hangars qui appartiennent à l'armée américaine, à Lockheed Martin, qui est un fabricant aujourd'hui surtout de drones, mais un fabricant dans l'aérospatial bien connu. Et des hangars de la NASA. Donc en fait, Palmdale, c'est une ville qui a été extrêmement importante au moment de la guerre froide pendant toute la conquête spatiale et pendant, disons, les conflits, c'était pas des conflits parce que c'était une guerre froide, mais disons entre la compétition entre les États-Unis et la Russie pour la conquête spatiale et la conquête aérospatiale au sens plus large. Donc c'est là qu'ont été développés un grand nombre de projets aérospatiaux et par exemple, vous connaissez peut-être, donc c'est cet appareil-là, le Blackbird, qui était un appareil qui avait la réputation de voler plus vite que les missiles soviétiques. Et donc aujourd'hui, on peut voir cet appareil-là entreposé à côté des hangars. Il est montré un peu comme quelque chose d'historique, hein, et donc on peut visiter ces endroits où il y a tout un tas d'appareils, notamment cet appareil-là. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous donner un peu le contexte de cet endroit et puis l'historique derrière. Et donc, il y a aussi des locaux de la NASA. Donc la NASA a actuellement la majorité de sa flotte atmosphérique, donc pas les fusées, pas les navettes, etc., sont entreposés à Palmdale. Alors il y a plusieurs hangars, mais donc en voici un. Et donc ils ont... alors en réalité, ils avaient jusqu'à il y a peu de temps, à côté de San Francisco ici, ils avaient aussi une piste qui était et des hangars où en fait d'ailleurs l'appareil Sophia était garé. Mais vous savez peut-être aussi que cette région-là du monde, c'est là où il y a la Silicon Valley, et donc c'est là où il y a Google, c'est là où il y a Facebook, etc. Et ces entreprises, elles sont très riches. Donc les gens, ils ont des jets privés dans ces entreprises. Et donc ils voulaient trouver un endroit pour garer leurs avions proche de leur bureau. Et donc ils sont allés voir la NASA, qui n'a pas forcément toujours beaucoup d'argent. Ils leur ont dit, si vous voulez, nous on vous loue vos hangars, vous enlevez vos avions scientifiques là, et puis nous on va mettre nos jets privés. Et donc la NASA, comme c'était vraiment un bon deal, ils ont dit OK. Et donc ils ont enlevé leurs avions scientifiques, ils les ont tous mis à Palmdale. Et donc maintenant, dans les locaux de la NASA ici, il y a les avions de Google et de Facebook. Et alors, Google, ils ont plusieurs jets privés, hein. C'est des gros jets privés. Voilà. Alors, donc je reviens ici. Donc, Sophia est ici, donc en Californie du Sud. Et alors, c'est la NASA. Donc, vous imaginez que quand on est un citoyen français, c'est pas forcément facile de rentrer dans ce genre de bâtiment. Hein. Alors, avant de partir aux États-Unis, on doit envoyer tout un tas de documents qui est examiné à Washington par les headquarters de la NASA, donc qui vérifient que vous n'êtes pas un terroriste, etc. Et puis, une fois que vous rentrez dans le bâtiment, il y a une règle qui est très importante, qui est que vous devez toujours être accompagné par un citoyen américain. Vous ne pouvez pas vous déplacer seul, il faut que vous soyez avec quelqu'un qui est un citoyen américain. Vous ne pouvez pas vous déplacer avec un citoyen qui travaille à la NASA, mais qui ne serait pas américain. Donc, c'est extrêmement strict. Alors, il y a d'autres règles très strictes. Par exemple, en termes de chaussures, on n'a pas le droit de venir en claquettes, on n'a pas le droit de venir en talons, ni en sandales. Voilà. En fait, tout ça pour dire qu'il y a une sécurité vraiment hyper relevée. Mais en réalité, comme tout ça est fait par des êtres humains, il y a aussi des couacs. Et donc moi, quand je suis allé là-bas, à un moment, j'ai commencé à recevoir des emails qui venaient de la NASA, qui me disaient « Votre compte a bien été validé, ça y est, vous pouvez utiliser votre email officiel de la NASA. » Et donc je me suis rendu compte qu'en fait, ils m'avaient créé par erreur un email officiel de la NASA, olivier.bernet@nasa.gov. Donc j'ai hésité, je me suis dit, je vais peut-être quand même envoyer 2-3 emails à des potes avec mon email nasa.gov. Et puis après, bon, en fait, je l'ai pas fait. Hein, je les ai contactés, ils m'ont dit, ah oui, effectivement, excusez-nous, c'est une erreur. On vous a créé un compte complet NASA. Vous avez accès au réseau intranet, etc.
ils avaient fait ça par erreur. Voilà. Donc ça pour dire qu'il y a une façade très stricte, mais après, il y a quand même des êtres humains qui sont comme nous, même s'ils sont à la NASA et qui font des erreurs. Alors, une fois qu'on peut rentrer dans le hangar, voilà à quoi ça ressemble. Alors, comme tous les endroits aux États-Unis, il y a des drapeaux. Alors, celui-là, il est particulièrement énorme. Il doit faire au moins la taille d'un terrain de tennis, je pense. Donc, ça, c'est Nicolas Baker, donc c'est le photographe. C'est pour ça que cette photo est un peu floue, parce que c'est la seule qu'il n'a pas prise lui. Mais l'idée là, c'est surtout de vous donner une idée de la dimension du hangar. Donc vous voyez, alors eux ils comptent en nombre de terrains de football américains, donc c'est pas forcément facile de se représenter. Mais ça fait plusieurs terrains de football américains, donc ça fait plusieurs terrains de rugby en surface au sol. Puis vous voyez là au niveau du plafond, là, je sais pas quelle taille il y a précisément, mais c'est vraiment très haut. On peut faire rentrer un Boeing 747, donc c'est très spacieux. Et alors c'est tellement spacieux. Finalement, c'est un des plus grands bâtiments fermés de Californie. Et donc, je vous rappelais, je vous ai montré la carte au début de la présentation de la Californie avec Palmdale. Et si vous connaissez un peu la géographie de la Californie, vous savez que Los Angeles et Hollywood, c'est pas très loin. Et donc, les studios d'Hollywood, quand ils ont voulu tourner Pirates des Caraïbes, il leur fallait un hangar hyper grand pour mettre des faux bateaux de pirates. Et donc, au studio à Hollywood, ils n'avaient rien d'assez grand. Donc, ils ont contacté la NASA et leur ont dit est-ce qu'on peut vous emprunter votre bâtiment là et tourner Pirates des Caraïbes dedans. Et j'imagine que derrière, il doit y avoir un gros chèque. Donc, la NASA a accepté. Ils ont enlevé tous les avions du hangar. Il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un. Alors, oui, je ne l'ai pas dit, mais ça, c'est quand on était à l'intérieur, on était tout le temps escorté donc, par des gens de la NASA qui nous disaient ça, vous pouvez photographier, ça, vous pouvez pas photographier. Ça, vous pouvez regarder, ça, vous pouvez pas regarder. Donc, il y avait des appareils qu'on n'avait pas le droit de regarder. Voilà, ils faisaient des trucs, qui étaient un peu secrets. Voilà. Donc, en tout cas, ils ont vidé tout le hangar, qui est donc immense. Et ils l'ont donc loué au studio d'Hollywood, qu'ils l'ont rempli avec un mètre d'eau. Donc, je ne sais pas combien de milliards de litres ça fait, mais ça doit faire un sacré volume. Et ils ont tourné donc la scène de Pirates des Caraïbes à l'intérieur du hangar. Voilà. Alors, bon, évidemment, nous, c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse là, en l'occurrence, dans le cadre de cette mission, donc ça c'est, en fait, donc là je regarde, là, c'est si je me retourne, en fait, voilà ce qu'on voit. Donc l'avion, je l'avais dans le dos. Et donc ça, c'est l'appareil en question. Donc c'est Sophia, donc qui est un Boeing 747. Alors c'est un Boeing 747 qui, à l'origine, était déjà un appareil qui était fait pour les vols long haul, donc pour des vols extrêmement longs. Donc il était déjà pas tout à fait comme les Boeing 747 standards, il est un peu plus court, d'ailleurs ça se voit, si vous voyez un peu comment sont les Boeing 747, il est un peu plus court et sa dérive est un peu plus haute. Voilà. Et donc voilà, donc c'est de cet appareil-là que je vais vous parler, je vais vous expliquer ce que nous on est allé y faire, est-ce que cet appareil-là est capable de faire et pourquoi c'est intéressant d'utiliser un avion pour faire de l'astrophysique. Alors, avant de monter à bord, comme ce n'est pas un appareil standard, il y a tout un tas de, à nouveau, règles de sécurité qu'il faut respecter. Alors, en particulier, le risque majeur à bord de ce type d'appareil, c'est les incendies. Enfin, en tout cas, c'est le risque auquel on nous prépare le plus. Et quand vous prenez un avion de ligne, si jamais il y a, les incendies c'est quand même rare, mais s'il y a une dépressurisation, les masques à oxygène, ils tombent, et puis vous avez juste à les prendre. Là, quand vous êtes dans cet appareil-là, vous n'êtes pas assis, vous changez souvent d'endroit, vous êtes à différents postes, vous pouvez être dans le cockpit, vous pouvez être à l'endroit où on opère le télescope, etc. Et donc, il y a différents masques à oxygène qui sont disponibles aux différents endroits. Donc, c'est ces trois-là. Et donc, il faut apprendre à les mettre. On vous fait tester avant de monter à bord. Vous avez une formation de sécurité, on vous fait tester tous les différents masques à oxygène. Et alors, il y a ce truc-là qui est un peu particulier. Ça s'appelle un EPOS. Alors, je ne sais plus quels sont les acronymes, mais en gros, c'est une sacoche comme ça, dans laquelle il y a une petite bouteille d'oxygène. Et en fait, quand vous tirez là sur cette languette, ça se déploie, et donc il y a ce sac qui sort. Vous le mettez sur la tête, et en fait, ça vous permet de respirer en cas d'incendie pendant une vingtaine de minutes. À peu près. Alors, au début, ils nous ont dit, oui, bon, c'est à peu près une vingtaine de minutes, et puis après, ils nous ont dit, mais bon, si vous êtes un peu en panique, un peu essoufflé, c'est plutôt 4 minutes.
Alors, je pense que, bon, voilà, quand il y a un incendie dans un avion, à mon avis, c'est 4 minutes, quoi. Hein, parce que, bon, 20 minutes, c'est en mode sieste, quoi. Voilà. Donc, il a fallu donc tester. Alors, je ne vous donne pas tous les détails, mais par exemple, sur les vêtements qu'on met, il y a des recommandations, etc. C'est interdit de porter des textiles qui sont inflammables, du nylon, etc. Plus, on doit faire un certain nombre d'exercices, de tests pour se préparer. Donc, la formation dure à peu près une demi-journée. Et ensuite, une fois qu'on a validé la formation, c'est obligatoire avant de monter à bord. Une fois qu'on l'a faite, on peut ensuite monter à bord. Voilà. Mais alors, avant de justement monter à bord et de vous montrer un peu ce qui s'y passe et ce que nous, on est allé y faire, il faut que je vous donne le contexte scientifique. Pourquoi on est allé à bord de Sophia et quelle était la grande question à laquelle on essaye de répondre. Alors, la question à laquelle on essaie de répondre, c'est comment les étoiles massives régulent-elles l'évolution des galaxies? Alors, dit comme ça fait un peu... Bon, c'est vague, quoi. Hein, c'est pas forcément très clair. On va prendre les choses dans l'ordre. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une étoile massive? Alors, une étoile massive, c'est une étoile qui fait plus de 8 masses solaires. Okay. Bon, ça ne nous dit pas grand-chose, mais c'est une limite. Et cette limite-là, elle est importante parce que les étoiles qui font plus de 8 fois la masse du Soleil, eh bien, elles finissent leur vie en supernova. Donc, vous savez, les supernovas, c'est ces événements cataclysmiques qui génèrent des injections d'énergie très importantes dans l'univers. Alors ça, c'est la durée de vie. Alors c'est vraiment à la louche, mais disons la durée de vie des étoiles massives, c'est de l'ordre de quelques millions d'années. Et ça, c'est à comparer avec le Soleil qui, lui vit plutôt... les étoiles de type solaire, elles vivent plutôt quelque chose comme quelques milliards d'années. Vous voyez, il y a quand même un facteur 1000 entre les deux. Donc les étoiles massives, elles sont plus grosses, mais elles vivent moins longtemps et elles finissent leur vie en supernova. Voilà. Alors, vous allez me dire, bon, d'accord, très bien, mais pourquoi est-ce que c'est important, ça? Alors, ce que je vais vous montrer là, je vais commencer, il y a un film, en fait. Ouais, je vais l'arrêter. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, hein, c'est pas facile, là, comme ça. Si vous regardez bien, alors, à droite et à gauche, c'est la même chose, en fait. Il y a juste quelques ingrédients qui changent, mais pour l'instant, on ne va pas s'en préoccuper. Si vous regardez ici, vous arrivez, je pense, à deviner des espèces de filaments. Et donc, en fait, ces filaments, c'est les structures à grande échelle de notre univers. Ça veut dire que notre univers, en fait, à très grandes échelles, il n'est pas homogène. Il est organisé avec des filaments. Et c'est le long de ces filaments qu'on trouve toutes les galaxies et les amas de galaxies. Et là, je vais vous relancer la vidéo. Donc là, juste ça tourne. Et donc ici, vous voyez le temps qui défile, en fait. Hein. Donc on part du Big Bang et puis on laisse défiler le temps. Et donc vous voyez qu'il commence, dans ces nœuds de matière, là, on commence à avoir de l'activité. Et donc ça, c'est l'activité justement des étoiles massives qu'on commence à observer. Et voilà. Et donc là, vous voyez, il commence à y avoir des événements cataclysmiques, donc c'est supernova. Et donc c'est ces explosions-là que vous pouvez observer dans cette simulation. Et ce qu'on constate quand on regarde donc l'évolution de l'univers à grande échelle, c'est qu'en fait ça s'appelle le feedback en anglais, la rétroaction. Cette rétroaction due aux étoiles massives, en fait, elle joue un rôle extrêmement important dans la manière dont se structure la matière à grande échelle dans l'univers. Et alors, je vous ai dit, donc, il y a deux simulations. Il n'y a pas de grande différence entre ces deux simulations-là. La différence majeure, justement, c'est comment on a paramétré dans ce modèle ces explosions de supernova. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que les étoiles massives, vous voyez, là dans ces simulations, c'est clair, elles ont un rôle majeur dans la manière dont l'univers se structure. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à leur effet et à leur évolution. Ok. Alors, donc ça c'est une simulation, mais nous ce qui nous intéresse c'est d'observer, c'est pas une simulation, la réalité. Donc si on veut regarder des étoiles massives et leur effet sur le milieu interstellaire, sur l'environnement, il faut regarder des régions qui sont proches de nous. Alors Orion,
c'est la région de formation d'étoiles massives, c'est la région où il y a des étoiles massives qui est la plus proche de nous. Et donc ces étoiles-là, c'est les étoiles massives du trapèze. Et donc autour de ces étoiles massives, vous voyez, il y a cette fameuse nébuleuse d'Orion que certains parmi vous ont probablement déjà observée au télescope, en hiver en particulier. C'est une nébuleuse qu'on voit essentiellement en hiver. Et donc, quand on veut comprendre donc, l'effet des étoiles massives sur son environnement, on va observer une région comme Orion. Et Orion c'est vraiment l'endroit le plus favorable pour le faire puisque c'est la région la plus proche. Alors, je fais quand même une petite pause ici pour que vous compreniez bien. Là, ce qu'on regarde, c'est des étoiles massives. Donc, ce n'est pas des supernovas. Donc, ce n'est pas des étoiles qui ont déjà explosé ou c'est des étoiles qui vont exploser dans quelques millions d'années peut-être. Mais là, on observe simplement les étoiles massives elles-mêmes. Alors, il y a quelques années, je ne sais plus exactement, ça devait être la fin des années 2000, il y a des collègues qui observaient ceci. Donc là, vous voyez donc l'image de fond, c'est à peu près la même, mais ils observaient avec un télescope qui observe le rayonnement X. Alors, ça ne vous dit pas forcément grand-chose, ce que c'est que le rayonnement X, mais tout simplement, ça permet d'observer du gaz très chaud. Et donc, ils ont détecté ici cette tache bleue à l'intérieur de la nébuleuse. Et donc ça, c'est un gaz qui est à 1 million de degrés Kelvin, donc un gaz extrêmement chaud. Et alors, la seule manière d'expliquer la présence de ce gaz très chaud, pour que ce gaz soit là, il faut qu'il y ait une source d'énergie très importante qui chauffe ce gaz qui est à l'intérieur de la nébuleuse dans cette coquille. Et l'explication qu'ils ont donnée pour ce gaz très chaud, c'est que ces étoiles massives, en fait, elles ont des vents, elles éjectent de la matière, en fait, et elles soufflent un vent très puissant. Et ce vent très puissant, c'est lui qui chauffe le gaz environnant à une température de 1 million de degrés Kelvin. Donc c'était une détection, si vous voulez, indirecte de la présence de ces vents extrêmement violents générés par les étoiles massives. Alors, c'était des résultats assez nouveaux, ce n'était pas forcément quelque chose auquel on s'attendait, donc ça a été publié dans la revue Science, donc avec Nature, qui est une des deux grandes revues de référence pour les sciences en général. Alors, après, donc Sacha l'a dit, j'étais en postdoc à Madrid. Et quand j'étais en postdoc là-bas, on m'a donné des données et on m'a dit travaille sur Orion. On m'a donné un grand jeu de données et on m'a dit travaille sur Orion. Et en fait, je me suis intéressé à une petite zone particulière qui est cette région-là, ici. Donc vous voyez, si je reviens en arrière sur l'image générale, c'est la zone qui est ici. Et quand on zoome, hop, voilà ce qu'on voit. Et donc, il y a ces espèces de vaguelettes ici, cette structure périodique qui ressemble à des petites vagues. Et en fait, ce qu'on a découvert, alors pas avec les données que je montre ici, mais avec d'autres données issues d'un radiotélescope, c'est qu'en fait, ce qui se passe à cet endroit, c'est que le souffle de ces étoiles massives dont je vous ai parlé, il souffle en fait à la surface de la nébuleuse, ici. Et ça fait exactement la même chose que quand vous soufflez à la surface de l'eau ou quand le vent souffle sur la surface de la mer, ça fait des petites vaguelettes. Donc ça, le nom technique de ce phénomène, c'est l'instabilité de Kelvin-Helmholtz. C'est un phénomène qui est bien connu par les gens qui font de la mécanique des fluides. Et donc ce qu'on a proposé, c'est que cette structure-là, elle résultait donc d'une instabilité de Kelvin-Helmholtz qui était due au souffle des étoiles massives à la surface de la nébuleuse et donc à la surface du gaz environnant ici. Voilà. Alors donc c'était un joli résultat. Donc on l'a publié nous dans Nature, on était très fiers. Mais en fait, c'est pas de cela dont je suis le plus fier. La chose dont je suis le plus fier, c'est ceci. En fait, quand on a publié ça, il y a un magazine de surf Session, qui a repris l'info parce que donc Nature, ils ont des canaux de communication énormes. Donc ils envoient l'info partout, à la presse, voilà. Et je ne sais pas comment ça leur est arrivé à eux, mais en tout cas, ils ont trouvé que c'était super. Et donc des vagues dans l'espace, alors je ne sais pas si vous avez à lire, selon une étude du CSIC, donc c'est là où je travaillais, des vagues de 30 milliards de mètres déferleraient sur Orion. Et alors, ouais, en plus, ils ont quand même réussi à se planter dans la conversion en mètres, quoi. Parce qu'il y avait évidemment la taille physique qui était donnée dans l'article, ou même dans le résumé, le communiqué de presse de Nature, mais ils ont réussi à se planter quand même d'un facteur 10 dans leur conversion. Bon. Et voilà, donc ça c'est juste pour l'anecdote, mais c'était assez amusant. Voilà. Donc,
il y a ces vents qui ont été découverts, issus des étoiles massives. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ces vents peuvent être aussi importants que les explosions de supernovas? Donc je vous ai montré, vous avez vu, hein, les supernovas, elles injectent de l'énergie sous forme d'explosion dans le milieu environnant, et ça a des effets importants à des grandes échelles dans les galaxies. La question qu'on s'est posée après avoir découvert ces vents, hein, qui sont des choses différentes, donc ça, ce vent-là, il existe pendant toute la durée de vie de ces étoiles massives, c'est est-ce que ces vents peuvent être aussi importants en termes d'énergie que les explosions de supernovas? Voilà. Alors, c'est les deux seules équations qu'il y a dans toute ma présentation, elles ne sont pas trop compliquées. Comment mesurer l'énergie injectée? Alors, pour les supernovas, ça, il y a plein de gens qui l'ont fait. Ouais, hein, c'est pas nous qui allons le faire parce que c'est pas notre sujet d'étude, les supernovas. Mais en gros, l'énergie injectée par une supernova dans le milieu environnant, c'est, hein, sous forme d'énergie cinétique, de mouvement, c'est 10 puissance 42 joules. Donc c'est plus que les apports journaliers recommandés, ça. Hein, 42 joules. Et donc la question qu'on se pose, c'est ces vents d'étoiles massives, quelle est leur énergie cinétique, quelle est la quantité d'énergie sous forme de mouvement qu'elles sont capables d'injecter dans les galaxies. Alors l'équation de l'énergie cinétique, elle n'est pas trop compliquée, c'est 1/2 de m. M, c'est la masse, donc c'est la masse du gaz qui est en mouvement, la masse du gaz qui est autour, et qui est dans le vent, hein, donc c'est ce m là. Et ensuite c'est la vitesse du vent, par contre élevée au carré. Donc le fait que ce soit élevé au carré, ça veut dire que ça dépend beaucoup de la vitesse du vent. Et donc ce qu'on veut réussir à mesurer très précisément, c'est cette fameuse vitesse-là du vent. Et alors la question, c'est comment on fait, hein, parce qu'on n'est pas sur place, hein, on ne peut pas aller sur Orion pour mesurer la vitesse des vents. Donc on est obligé de le faire à distance. Alors, ça, je pense que c'est une expérience que vous avez déjà, c'est sûr, hein, tous fait. Quand vous êtes dans la rue et qu'il y a un camion de pompiers qui passe, si le camion se rapproche de vous, le signal est plus aigu, le signal de la sirène du camion vous semble plus aigu, et si le camion s'éloigne de vous, le signal vous semble plus grave. Donc ça, c'est parce que la vitesse du son, elle est fixe, et donc en fait, l'onde acoustique du signal sonore émis par ce camion, quand le camion se rapproche de vous, et ben cette onde, elle est écrasée, et donc le battement de l'onde devient plus rapide, et donc la fréquence devient plus élevée, et donc le son vous semble plus aigu. Et puis donc quand ça s'éloigne, et ben c'est le processus inverse, et donc le son vous semble plus grave. Voilà, donc ici l'observateur, il va entendre un son aigu, et ici l'observateur, il va entendre un son grave. Vous savez qui c'est cet observateur d'ailleurs? Ouais, exactement. Alors, évidemment dans l'espace, il n'y a pas de son, enfin au moins en première approximation. Donc, on ne peut pas utiliser les ondes acoustiques pour mesurer la vitesse des vents dans notre nébuleuse d'Orion. Donc, on utilise une autre onde, et cette autre onde, c'est la lumière. Hein, vous savez que la lumière, c'est également une onde. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est mesurer, par exemple, la raie d'émission d'un atome ou d'un ion particulier. Les atomes et les ions, ils émettent des signaux lumineux, qu'on appelle des raies, et qui sont à des fréquences extrêmement précises. Par exemple, l'ion C+, qui nous intéresse ici, je pourrais vous expliquer pourquoi cet ion est celui vraiment qu'on veut observer, il émet un signal à une fréquence de 1,9 THz, donc une fréquence très élevée. Donc imaginez que c'est cette note-là. Si maintenant je fais l'observation de l'émission de cet ion, non plus dans mon laboratoire, mais sur Terre, en direction de la nébuleuse d'Orion, et que cette nébuleuse est fixe, je vais voir la raie apparaître exactement à la même fréquence. Autrement dit, si je fais encore cette analogie avec la note de musique, c'est comme si j'entendais une note de musique qui est exactement identique. Alors, donc là c'est quoi comme note? Sol? Je ne suis pas musicien moi en fait, hein, je suis astrophysicien, donc là il faut m'aider un peu. Ok. Alors, donc voilà ce qui se passe si la nébuleuse n'est pas en mouvement. Alors par contre, si la nébuleuse s'éloigne, la raie d'émission de l'ion C+, elle est décalée vers la gauche, hein, donc vers les basses fréquences, et donc la note est plus grave. Si à l'inverse, la nébuleuse s'approche, la raie est décalée vers les hautes fréquences, et du coup la note est plus aiguë.
Voilà. Alors, donc c'est ça qu'on veut essayer de faire hein, avec nos observations SOFIA. Mais vous allez me dire, ok, mais pourquoi vous faites ça à bord d'un avion? Vous ne pouvez pas faire ça avec un télescope normal, comme tout le monde. C'est quand même un peu compliqué, votre affaire. Alors, la raison pour laquelle on fait ça, c'est que ce que je vous montre ici, c'est donc la transparence de l'atmosphère en fonction de la fréquence. Voilà. Donc ça, c'est des gigahertz. Hein, donc les terahertz, il y a un facteur 1000. Hein, donc là, c'est 0,5 terahertz, 1 terahertz, 2 terahertz, 5 terahertz. Et donc ça, c'est la transmission de l'atmosphère en fonction de des fréquences auxquelles on observe. Donc vous voyez que si on est à basse fréquence ici, on a une transmission qui est presque 1. Donc si on observe le ciel à cette fréquence-là, on va bien voir les objets astrophysiques et puis le sol. Si ensuite on se place à des fréquences intermédiaires ici autour de 1 terahertz, donc 1000 gigahertz, on commence à être contaminé par le ciel. Et par contre, si on se met carrément à haute fréquence ici au-delà de 2 terahertz, en fait on ne voit plus rien. L'ensemble du rayonnement qui nous vient de l'espace, il est absorbé par l'atmosphère et donc on ne peut pas observer depuis le sol ces galaxies ici que je montre en illustration. Voilà. Et alors il se trouve que donc je vous ai dit, la raie d'émission de l'ion C+, qui nous intéresse, elle se situe ici autour de 2000 GHz. Et c'est dans une zone en fait où l'atmosphère est quasiment complètement opaque. Et donc on est obligé pour cela d'aller soit dans l'espace, soit de voler à très haute altitude, là où l'absorption de l'atmosphère est réduite d'un facteur 10 ou 100, hein, suivant les fréquences. Et donc l'avion SOFIA, il permet justement de voler suffisamment haut pour que cette raie d'émission du l'ion C+, elle soit observable. Alors c'est pas n'importe quel avion SOFIA, donc je vous ai déjà montré une image, voilà à quoi ça ressemble. Donc ce que vous voyez, c'est que en fait, la carlingue de l'appareil, elle s'ouvre, il y a un volet, et le télescope, il est ici. Alors là, évidemment, la photo, elle a été prise pas pendant les observations. Hein. C'est juste une photo pour faire joli, pour qu'on voit l'appareil en vol avec le volet ouvert. Voilà. Alors là, il y a tout un tas d'informations techniques. Je ne vais peut-être pas tout vous lister. Les trucs importants, c'est que, alors c'est quand même un appareil qui est vieux, il date de 1977, hein, donc c'est un appareil qui a quand même un certain nombre d'années. Clac. Et alors il vole, voilà, c'est ça qui est intéressant. Les altitudes de vol, c'est entre 11 000 et 13 700 mètres d'altitude. En général, c'est plutôt autour de 13 000 mètres d'ailleurs. Parce qu'évidemment, on veut voler quand même le plus haut possible pour avoir le plus d'atmosphère en dessous et d'être le moins contaminé par l'absorption de l'atmosphère. Et donc la durée des vols, c'est typiquement 10 heures. Donc quand vous êtes en mission là-bas, en général, vous faites plusieurs vols d'ailleurs. Hein. Donc vous faites un vol transatlantique pour y aller. Après, vous faites encore un vol pour un vol scientifique ou plusieurs d'affilée. Donc c'est relativement fatigant. Alors, donc, la nébuleuse d'Orion, donc le projet sur lequel on a travaillé, qui s'appelle C+ Squad. Alors, les collègues américains, ils ont un très fort esprit d'équipe. Et donc, ils ont créé des logos et des patchs, donc des vrais patchs pour mettre sur les combinaisons à bord, et qu'ils ont donné au chef de mission, etc. C'était assez marrant. Donc voilà la nébuleuse dans son ensemble, à quoi ça ressemble. Je vous ai déjà montré cette image. Et donc là, notre idée à nous, c'était de cartographier cette nébuleuse dans la raie de l'ion C+. Donc faire une petite carte de cette raie partout dans la nébuleuse, et donc d'essayer de voir si cette raie, elle se rapproche, elle montre que la nébuleuse se rapproche de nous, ou si la nébuleuse s'éloigne de nous. Donc pour voir en fait les mouvements de la nébuleuse, et je vous montrerai à la fin de la présentation les résultats. Alors pour faire ça, il faut faire un pavage de toute la nébuleuse. On ne fait pas ça en une fois. Et donc on a fait des petits carrés. Donc ça c'est un carré, ça représente à peu près 3 heures de vol. Donc vous voyez le nombre de carrés qu'il y a une quarantaine. Et donc vous voyez le nombre d'heures de vol total qu'il faut pour faire ça. En tout, c'est une soixantaine d'heures de vol pour faire ces observations.
Alors moi, je suis pas allé à bord de tous les vols, hein. J'ai fait en tout une dizaine d'heures d'observation, sachant qu'évidemment, dans un vol, on ne fait pas que Orion, parce que bon, bah, le ciel tourne, l'avion, il peut pas voler tout le temps dans la même direction, hein, sinon on tombe en panne. Donc il est obligé de tourner, de revenir, donc on ne peut pas observer pendant 10 heures seulement Orion. Donc en général, sur un vol, on observe environ 3 heures. Donc ça veut dire que pour faire toutes ces observations, en réalité, c'est presque une centaine de vols, peut-être un peu moins, mais une soixantaine de vols qu'il faut pour acquérir toutes les données. Voilà. Alors, le jour J, donc je vous ai expliqué les règles de sécurité, l'appareil, le contexte scientifique. Donc maintenant, comment ça se passe une fois qu'on arrive et qu'on est à bord? Alors déjà, donc on arrive, on monte pas comme ça à bord, on n'arrive pas direct en touriste. Évidemment, il y a tout un briefing avant chaque vol en fait, un briefing avec l'ensemble des participants de la mission. Donc le personnel technique au sol qui a fait les pleins, qui a réglé les turboréacteurs, etc. Il y a un point météo, donc il y a un météorologiste qui vient et qui fait un point sur la météo, qui dit voilà, pendant votre vol, vous allez avoir des turbulences ou pas. Vous allez avoir tant de quantité de vapeur d'eau à haute altitude, donc pour vos observations, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Et puis il y a l'ensemble des personnels, disons, de direction de la mission, donc le pilote et le copilote, et le responsable scientifique de la mission. Voilà. Donc alors ça ressemble à ça, donc voilà, c'est dans la NASA, c'est le mission briefing. Voilà, donc là vous avez, tac. Voilà, donc ça c'est les pilotes. Donc les pilotes à bord de Sophia, c'est pas des pilotes de ligne, c'est des gens qui sont en général de l'US Air Force ou alors des anciens pilotes de l'US Air Force, donc des gens qui ont une formation militaire, parce que c'est un avion qui est quand même un peu particulier. Et donc cette personne-là, lui c'est le chef de mission, donc lui c'est la personne qui justement fait vraiment le relais entre les pilotes et les gens qui sont dans la cabine et qui font marcher le télescope, etc. Donc ça c'est lui. Cette personne-là, c'est la responsable, c'est celle qui pilote le télescope. Donc là on voit, lui c'est le co-chef de mission. Il y a donc un chef de mission et puis son adjoint en fait. Voilà, alors on va ensuite... Oups. Voilà. Donc là, dans la salle, il y a à peu près tous les gens qui vont à bord, plus des personnes qui sont du personnel technique du sol. Donc on est à peu près une vingtaine en tout à bord, ça c'est moi. Et donc ouais, voilà. Et donc ça c'est toute une équipe de personnes qui sont les spécialistes des différents instruments. Donc à bord, il y a plusieurs instruments sur le télescope. Et donc là, ces personnes-là sont les gens qui font fonctionner le télescope, les instruments à bord. Ouais. Alors, du coup, on reçoit le manifeste de vol. Et donc, dans ce document, vous avez donc le parcours ça c'est le parcours qu'on fait pendant la nuit. Donc, alors je sais pas, vous avez peut-être du mal à reconnaître ici, mais donc ça c'est la côte californienne ici. Ok, on voit la basse Californie ici. Donc Palmdale c'est ici. On décolle, hop, et puis donc en fait on fait un grand triangle au-dessus du Pacifique et on revient ici à Palmdale. Voilà, donc c'est un vol de 10 heures, mais à la fin vous êtes au même endroit que quand vous êtes parti. Alors il y a un certain nombre de choses qui sont assez amusantes sur ce diagramme. Déjà toutes les zones que vous voyez ici en rose, ça c'est des zones qui sont pour l'armée américaine. Donc c'est là qu'on se rend compte quand même que le ciel, il est quand même réservé essentiellement pour les militaires. Et ensuite, donc vous voyez là sur chacun de ces jambes, on appelle ça une jambe, leg en anglais, vous voyez qu'il y a des noms qui vous sont peut-être familiers, et en fait c'est des noms d'objets astrophysiques. Et donc sur chacun de ces passages, là on observe une nébuleuse différente. Alors si vous connaissez le ciel, vous savez que la tête de cheval et la nébuleuse d'Orion, c'est dans la même région du ciel. En fait, tout ça, c'est dans Orion. Il y a Orion A et Orion B. Donc, en volant dans cette direction, avec le volet ouvert, on peut observer la région d'Orion pendant tout ce passage. Et ensuite, pendant cette jambe-là, ici,
là, dans le cadre de cette mission-là, de ce vol-là particulier, c'était les galaxies M51. Donc le nom courant de M51, c'est Galaxie Tourbillon. Tourbillon. Whirlpool, ouais, d'accord. Les chiens de chasse, c'est pas ça. Je vous pose l'école en plus. Vous regarderez, vous me direz. Je suis pas certain. Pour moi, c'est M51, mais c'est vrai, je connais pas le nom courant. Voilà. Donc voilà, le vol dure une dizaine d'heures. Et alors, à quoi ça ressemble à l'intérieur? Alors déjà, on n'embarque pas par une passerelle, on embarque directement par le tarmac, okay, par cette petite par cette passerelle. Et donc à bord, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, c'est en image de synthèse. Donc vous avez l'avion, vous avez la cabine ici où il y a tout ce qui est contrôle des instruments. Ensuite, il y a un mur et le télescope, il est derrière. Okay, on n'est pas directement en contact avec le télescope. Par contre, le télescope, lui, il est en contact direct avec l'extérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fenêtre devant quoi. Hein. C'est vraiment le volet s'ouvre et on est directement en vue directe sur le ciel. Voilà. Donc ça, c'est à l'intérieur de la cabine. Donc ça, c'est des images filmées pendant notre mission. Et donc, ce que vous voyez ici, en fait, c'est l'instrument qui est au foyer du télescope. En fait, il est du même côté que la cabine. Et alors, je crois qu'on voit... c'est ici, voilà. Donc ça, c'est le chef de mission là, qui regarde son écran où il y a un tas de choses. Ça, c'est le tracking des étoiles. Je vous en reparlerai peut-être tout à l'heure. Donc là, vous voyez l'instrument qui est donc au foyer du télescope. Et donc, cette partie-là, en fait, elle est reliée au télescope qui est derrière. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir. J'y reviendrai peut-être, mais je crois qu'il y a autre chose après. Je vais le faire maintenant. Non, je le ferai après. Ça, c'est le système donc, de guidage. Donc, vous voyez là une étoile ici qui est pointée par le télescope. En fait, il y a un senseur stellaire qui regarde le ciel en permanence, qui repère des étoiles et qui, en fait, fait l'acquisition de la position de ces étoiles sur le ciel et qui permet de faire la stabilisation du télescope. En fait, le système qu'ils ont utilisé, c'est le même système que ce qu'il y a sur les bateaux militaires, où il y a des canons, et donc ces canons-là, pour viser juste et pas à côté, ils ont des systèmes de stabilisation hydraulique. Et donc, le télescope, là, il utilise exactement le même système de guidage, sauf qu'au lieu de viser des cibles militaires, là, il vise des étoiles. Et donc, il utilise les étoiles qu'il connaît dans le ciel pour les pointer et pour faire la correction dynamique du pointage du télescope. Et il arrive à avoir avec ça un pointage extrêmement précis. En fait, c'est pas du tout un problème, le pointage. Même quand il y a des turbulences, en fait, on peut corriger disons en temps réel les mouvements de l'avion. Donc, je crois qu'on le voit après là. Alors, si vous regardez là, vous allez voir normalement. Non, c'est juste après, je pense. Voilà, ça c'est la cabine. Donc là, c'est les opérateurs du télescope. Ils ont des instruments. Alors du coup, j'imagine que c'est après. Non. Voilà. Tac. Voilà. Donc là, vous voyez en fait, donc ça bouge là. On voit que l'instrument il bouge. Et en fait, en réalité, c'est pas l'instrument qui bouge, c'est l'avion qui bouge autour du télescope. Donc lui, il est complètement dans une espèce de centrale inertielle. Et donc en fait, lui, dans son référentiel, il est complètement statique par rapport à l'avion qui, si on veut, bouge autour du télescope. Donc tous les mouvements sont corrigés en temps réel. Voilà. Alors, donc ça c'est une expérience aussi assez agréable, c'est que, alors je vous l'ai pas dit, mais on s'en rend pas compte en plus quand on voit les images, mais en fait dans la cabine principale, il fait extrêmement froid parce que les instruments, alors déjà il n'y a pas d'isolation, il y a beaucoup moins d'isolation que sur les systèmes classiques. Et puis les instruments, en particulier celui qu'on utilisait là à l'occasion de cette mission-là, qui s'appelle GREAT, c'est un instrument qui est refroidi, il fonctionne à une température très basse, et donc plus il fait froid dans la cabine, mieux c'est pour l'instrument. Et donc du coup la cabine elle est en gros à une température de 15 degrés Celsius. Alors ça vous paraît peut-être pas si froid que ça, mais au bout de 10 heures de vol en plein milieu de la nuit, 15 degrés Celsius, on commence vraiment à les sentir et du coup on a froid. Donc
en fin de soirée, vraiment, on est gagné par le froid. Alors d'ailleurs, nous, en tant qu'astronome, on est un peu là en touriste. Par contre, les gens qui travaillent vraiment à plein temps sur la mission, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont les combinaisons de l'aviation, de l'armée, là, qui sont hyper, en fait, chaudes et hyper protectrices en cas d'incendie. Donc, ils sont mieux équipés que nous, avec notre matériel d'astronome citadin. Alors voilà. Donc ça, c'est des combinaisons. Mais donc, ce qui est donc très agréable, c'est que pour les atterrissages, alors avec autorisation de tous les chefs multiples, on a le droit d'aller dans le cockpit pour les atterrissages ou pour les décollages. Donc moi, je l'ai fait qu'une fois, et c'était pour un atterrissage. Et donc, on a le droit de faire l'atterrissage donc avec les pilotes. Donc c'est assez fascinant. Donc là, ce que vous voyez dans le fond, là, c'est Los Angeles. Donc on survole Los Angeles pour aller à Palmdale lors de notre retour. Et donc, ce qui est génial, c'est que dans leur cockpit, évidemment, les pilotes, eux, ils peuvent mettre la température à 25 degrés. Donc, quand on arrive là-dedans, c'est super, il fait super chaud. Eux, ils sont en t-shirt, ils ont des paquets de chips et tout. Donc, c'est vraiment, là, ça ne voit pas sur l'image, c'est coupé. Mais c'est vraiment super. Ils étaient super sympas, là, les deux en question. Donc, ils nous ont passé des marshmallows et des chips. Et puis ils nous ont fait un peu la visite. Alors, on ne voit pas, en fait, mais donc sur les 747, je vais vous montrer après, voilà. Donc, ça, c'est le cockpit. Alors, c'est vraiment le cockpit à l'ancienne. Et donc, il y a effectivement les pilotes, copilotes. Et il y a aussi, sur ces appareils-là, un mécanicien de bord. On ne le voit pas sur l'image précédente, mais il était là. Et donc, lui, il touche là tous ces petits potentiomètres. On dirait que c'est du TOC. Mais pendant tout le vol, enfin surtout à l'atterrissage, il touche des tas de petits boutons qui font visiblement des choses. Donc la cabine, elle est vraiment comme ça, quoi. Donc c'est vraiment assez impressionnant, quoi. Ça fait un peu Faucon Millenium. C'est un appareil qui a finalement le cockpit, il a à peine changé depuis les années 70. Voilà. Et donc du coup, vous allez me dire, voilà, c'est bien beau tout ça, mais quels sont les résultats scientifiques qui ont été obtenus à partir de ces observations? Alors là, ça, voilà, ça on peut le montrer, mais après, il faudra que tu coupes, parce qu'on ne peut pas montrer les résultats. En tout cas, on ne peut pas les diffuser. Merci. Donc, ça, c'est tout simplement une réunion qu'on a eue à Madrid le mois dernier. Donc, vous voyez, donc, on a fait des observations, elles se sont terminées il y a à peu